Putain, synchro ça. Aujourd'hui, on va vous présenter la grande sœur de la Submariner. Aujourd'hui, on va vous présenter la Sea Dweller et pas n'importe laquelle. On vous présente la toute première référence de Sea Dweller qui est la référence 1665. plus connue sous le nom de DRSD. pour Double Red Sea Dweller. C'est bon, j'ai les termes. Voilà pour l'intro, sinon ça va Julien? Bah moi ça va. Alors pour cette occasion, j'ai réquisitionné Théo qui est de passage à la boutique, donc Atelier de Calibre à Pont-Scorff. N'hésitez pas à passer Je évidemment. m'incruste un peu sur la chaîne. Voilà, un peu beaucoup même. Et donc on va présenter la C'est toi qui m'as révision. demandé de faire l'intro, hein, ce que je sache. C'est vrai. Mais ça c'est pour les vues ça. Ah bah. Voilà. On va vous présenter cette révision tous les deux ensemble. Donc Théo va poser des questions. Même si elles sont idiotes, Jugez pas les gars, moi je suis plus dans la partie com, histoire des marques. Lui il est plus dans la partie Non, il n'y a pas de technique, questions idiotes, mécanique. donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Sur ce, bonne vidéo et à la prochaine. Et on se retrouve donc avec cette fameuse DRSD, j'ai bien dit Théo? C'est ça, effectivement. Non, la sur DRSD. l'établi. Alors qu'est-ce que ça veut dire DRSD? DR pour Double Red SD Sea Dweller, c'est tout simplement comme ça qu'on appelle les 1665 qui ont, comme on le voit à l'écran, les deux premières lignes en rouge. Et c'est vrai que ça lui donne un look plutôt classe. Voilà, exactement. Donc on a l'inscription Sea Dweller et en dessous Submariner. Et donc la Sea Dweller, voilà, c'est une sorte de Submariner, mais qui va encore plus loin dans l'étanchéité. C'est bien ça? Effectivement, c'est bien ça, mon cher Jamy. Là, on est sur une référence 1665, à savoir que les toutes premières références 1665 avaient uniquement la mention Sea Dweller en rouge sur le cadran. Et ensuite, on a eu les 1665 MKO pour les Double Red Sea Dweller, donc 1665, vraiment la première référence Sea Dweller qui est apparue. Sympa. Alors là, comme tu peux le voir, on est sur un modèle qui a été vachement changé. Il y a des vieilles pièces, des nouvelles, comme on peut voir la lunette par exemple. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, je pense qu'elle a dû prendre un choc, forcément, la lunette. Non, pas vraiment, pas vraiment. Alors en fait, cette montre, elle a une petite histoire, parce que donc son propriétaire m'a raconté le storytelling de cette fameuse montre. Ah, Alors figure-toi que c'était la montre de son papa. d'accord. Voilà, qui avait un bateau, donc il avait tout le temps sur lui la montre. Et fut un jour où il a dû l'emmener en révision, évidemment. Il l'a amené chez Rolex. Mhm. Et Rolex a changé toutes les pièces qu'ils ont pu changer. Forcément. Donc, ils ont changé, comme vous pouvez le voir, les aiguilles qui sont ultra lumineuses, la lunette également, le point aussi lumineux. Forcément, on le dit souvent, hein, le problème avec les révisions directement chez Rolex, c'est que oui, Rolex peut réviser vos montres, mais si c'est du vintage, ils vont les réviser avec les pièces qu'ils ont modernes. Donc ça. forcément, votre montre vintage qui, on rappelle, hein, cette référence date de 67, donc elle va se retrouver avec des pièces de, s'il l'a fait réviser en 2010, avec des pièces modernes de 2010. Et... Parce que vraiment, Rolex, voilà, ils s'en foutent. Et alors que c'est les vieilles pièces qui font la valeur de ces montres-là. Voilà. Et Rolex, vraiment, voilà, ils s'en foutent, ils mettent du nouveau. C'est pour ça qu'en général, chez les collectionneurs, les amateurs, il sera préférable d'aller réviser votre Rolex à l'atelier du calibre. l'atelier du calibre, par exemple, ou en tout cas, peut-être pas en SAV officiel, si vous voulez pas faire dévaluer la valeur de votre montre et vous retrouver avec une lunette qui n'est plus d'origine. Et souvent, en plus, les tarifs sont un peu plus avantageux. Effectivement. Voilà. Donc là, on peut voir sur le fond de D'ailleurs, boîte. si vous avez une Rolex à réviser, on précise, hein, toutes les infos sont dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Évidemment, Théo. Évidemment. Donc voilà, donc on peut voir d'ailleurs les révisions qu'elle a subies. Donc là, il y en a eu combien là? On voit bien la référence 1665 dont on parlait. 4. Elle est passée 4 fois, je pense, j'ai un horloger. Enfin, en tout cas, qu'ils ont noté leur passage. Mhm. Voilà. Alors, souvent, les marques, elles aiment pas ça, donc elles refont polir l'intérieur du boîtier quand elles passent chez la marque. D'accord. Parce que ça dénature le... J'ai entendu ça, mais moi, personnellement, justement, ça met une petite griffure, ça met une petite ride
En plus, c'est très discret, personne ne le voit. C'est vraiment quand C'est la vraiment montre est les horlogers ouverte, qui voilà, voient ça, quoi. C'est un peu le privilège d'être horloger. voilà, exactement. Donc, on peut voir ce mécanisme. Elle embarque quoi, Théo? Est-ce que tu le sais, ça? Pour le calibre, Ouais. bah, je suppose qu'on le voit écrit à l'écran, là, mais tu mets ton gros doigt. Et ouais, c'est pas évident hein, de filmer. Ah, on C'est peut... un 15-70, c'est ça? Et oui, tu as raison, c'est bien un 1570. Mouvement automatique plus date. C'est un mécanisme assez simple. Ok. Donc Mm. là, pour voir un petit peu au niveau de la révision, qu'est-ce que tu as fait du coup sur Alors, sur cette révision, cette montre? Là, pour l'instant, tu as uniquement enlevé le boîtier. voilà, donc là, on va enlever le boîtier, on va enlever tout. Donc là, par exemple, ce boîtier, oui, là, il est particulier parce qu'il y a une valve, en fait, qui va faire pchit pour enlever la pression dans la montre. C'est ça qui permet d'avoir une plus grosse étanchéité, en fait. D'accord, la fameuse valve à hélium hein, qu'on retrouve sur pas mal de montres de plongée. Voilà. Enfin, ça, c'est vraiment les grosses montres de plongée, quoi. Hmm. Ouais, donc c'est vraiment ce qui fait la particularité de cette Sea Dweller. Et alors, donc en fait, le but de cette révision, ça va être de remplacer les pièces actuelles, donc qui ont été remplacées par des pièces vintage de l'époque de la Rolex. D'accord, alors comment ça s'est passé? Parce que généralement, tu me dis si je me trompe, hein, mais souvent dans les ateliers Rolex, s'il est allé au SAV officiel, ils vont pas toujours lui rendre les pièces d'origine. Alors, Donc à comment ça l'époque, s'est passé? à l'époque, ils rendaient encore les pièces. Ah, ils lui ont quand même rendu les Ouais. pièces. C'était en Donc, quelle année? alors là, par contre, tu me poses une colle. Je ne me rappelle plus de quand est-ce qu'il est allé chez Rolex. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas toutes les pièces. Donc, on a dû quand même en retrouver certaines. D'accord. Voilà. Donc là, on déchausse les aiguilles, hein, comme on peut le voir à l'écran. Donc ça, c'est vraiment les aiguilles neuves. Et en fait, donc les aiguilles, on les a pas retrouvées, mais vous allez voir, on va refaire de la lume dessus pour lui donner cet aspect vintage. D'accord, donc t'es reparti sur ces aiguilles-là, Ouais. modernes. C'est ça. Parce que le budget pour les aiguilles, c'est conséquent. On a regardé alors, des aiguilles, en plus qui étaient avec du Minova, donc troué, Mhm. donc pas en super bonne qualité. Il faut compter 2000 € la La paire. paire quoi. d'aiguilles. Ouais. Donc le client t'a dit qu'on allait faire, Voilà. on allait faire le Ouais, ça ne dérangeait pas le client de refaire une patine. patine en fait. maison. Voilà, exactement. Ok, alors là, du coup, tu vas dévisser là pour retirer le cadran, c'est ça? Exactement. C'est ça. Donc il y a deux petites vis. Souvent là, c'est sur le côté. Des fois, ça change suivant les modèles. Et ensuite, on vient délicatement le retirer. D'ailleurs, les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez bien ce genre de format un peu plus chill. Là, on était chez Julien à l'atelier. Ah bah, c'est rare d'avoir Théo avec moi en Bretagne, donc je l'ai réquisitionné pour Voilà. faire la voix de la vidéo. En plus, c'est quand même un modèle iconique, hein, la double raid. Et c'est pas n'importe C'est quoi. pas n'importe quoi. Hein. C'est pas n'importe quoi. Franchement, là, on a plutôt des très belles pièces ces derniers temps à l'atelier. Ce matin, on a eu la chance de shooter une 62-63 Big Red. Donc Vous avez encore sûrement une. dû la voir passer sur Instagram. Voilà. Et d'ailleurs, suivez-nous sur Instagram. N'oubliez pas. Et on a la chaîne, on a fait une petite vidéo aussi sur Montre-ta Vintage, la petite chaîne qui va avec Atelier du Calibre. Mais bon, en même temps, on poste pas beaucoup. C'est vrai, bah, les abonnés vont te dire qu'on poste pas aussi beaucoup sur l'atelier du calibre. C'est pour ça qu'il faut activer C'est la la cloche, faute. les amis. Et oui, Au moins, vous serez pas spammé avec nous, quoi. abonnez-vous et activez la cloche, c'est important parce que vraiment on sort pas des vidéos tous les jours et comme ça vous savez vraiment les dernières infos. Et d'ailleurs suivez-nous sur Instagram aussi parce que je balance souvent des infos sur les prochaines vidéos et des petites exclus. Donc Parfois, on a des montres, souvent les belles montres n'ont pas le temps d'arriver sur le site internet et elles partent directement quand on va mettre une story ou quoi sur Instagram. Donc, soyez un petit peu à l'affût. N'hésitez pas. Donc là, tu es venu retirer le dateur. c'est ça. Donc en fait le disque de date est en fait est maintenu par cette plaque. C'est quoi cette plaque là? T'as un mot spécial? Comment tu... Moi j'appelle ça Le la terme plaque technique. du quantième. D'accord.
Après, en horlogerie, souvent les pièces, c'est assez simple, hein, le nom des pièces. C'est vraiment leur utilité suivi du nom, quoi. Voilà. Donc là, par exemple, j'enlève quoi là? T'enlèves la platine, non? Non, là, j'enlève tout ce qui va être date. En fait, tout ce qui va servir à la date, j'enlève pour garder que le système de remontoir. D'accord. Donc là, en fait, ça va être le ressort. C'est le ressort de quantième qui va venir maintenir en position le dato, quoi. Mhm. Et là, on peut voir donc la roue de passage de date. D'accord, avec le petit bitonio là qui va venir faire le tour du cadran et là, paf, le petit bitonio qui modifie la date, c'est ça? Tour du cadran, peut-être pas, mais en tout cas, le tour de la roue, quoi. Mais il fait une rotation, je veux dire. Ouais, il fait une rotation par jour. Voilà. Donc le bitonio va être On un appelle moment ça le doigt 1, 2, entraîneur. 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à midi. C'est ça. Le doigt Le entraîneur. doigt entraîneur. D'accord. Et toi, est-ce que tes doigts sont bien entraînés? Force, on a de la dextérité, hein, donc évidemment. D'accord. C'est une Je technique d'horlogerie. Je t'enverrai des exercices de doigts si tu veux. Ok, Comme bah. ça, toi aussi, tu pourras faut t'entraîner. pratiquer Ça, c'est important. la musculation du Ça, doigt. c'est le pire ressort en vrai. Il est super bien bandé. Alors ça, moi, ça m'est arrivé d'essayer à mon petit niveau, de retaper des montres et paf, il y a le ressort qui part. T'as déjà retapé des Rolex? Non, pas sur Rolex, mais t'as pas ce genre de Ah, mais ressort si, celui-là, uniquement sur vraiment, Rolex. non, spécifiquement sur Rolex. Oh, mais attends, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des ressorts de ce type. C'était quel type de ressort? Ça, c'est le ressort. En fait, chez Rolex, il est un peu spécial parce qu'il est vraiment ultra compressé. Mais c'est le ressort de quantième, quoi. D'accord. Tu le retrouves sur toutes les montres qui ont un quantième. Mais spécifiquement chez Rolex, il est costaud, quoi. D'accord, mais je Donc, me souviens à un faut faire moment, moi, attention. j'avais un ressort, à chaque fois, il sautait. C'est je sûrement sais un ressort plus, de c'est- quantième aussi, hein. Parce que toi, tu t'es testé un peu Ouais, mais sur tu sais. à Ouais, démonter des montres. tu Toi, sais, tu les démontes, tu les remontes pas, quoi. tu sais bien comment je monte et Ouais, c'est démonte vrai. les montres. Non, bah, moi, je connais que tes bracelets. Bon, les gars, c'est vrai que des fois, en fait, on a un service avec Julien. C'est le service qu'on appelle en interne SOS horloger. Et des fois, j'aime bien retaper des petites montres, mais on va dire que parfois, il y a des petits accidents. Donc, j'appelle Julien en visio, ou je lui fais une vidéo et je lui dis, écoute, Julien, là, j'ai un petit souci. Tu peux m'aider. Donc, des fois, c'est 3 fois rien. Et Ouais, des fois, surtout que ça a des horaires pas possibles parce qu'il est en Thaïlande, je rappelle. oui, Donc, il y a un bon, décalage après, horaire. tu réponds le lendemain, c'est pas grave, ça. Non, mais c'est SOS Mais- horlogerie. Attends, je suis réactif. Donc là, Mais, je juste te coupe un petit peu pour te dire qu'on enlève le pont, enfin le système automatique. d'accord. Donc là, Voilà. t'enlèves quoi? T'enlèves la J'enlève masse oscillante? En fait, la masse oscillante, pour l'enlever, il faut tout enlever. Le système, donc j'enlève tout le système. Et après, Ok. on pourra enlever la masse oscillante. Parce qu'elle tient avec si je me rappelle bien, elle tient avec un cliquet. Ouais, il est quand même beau, hein, ce calibre. Ouais, bah le perlage Rolex, c'est quelque chose, hein. Ça éblouit bien la caméra quand même, hein. Ouais. Même des fois, j'avais peur parce que de voir si ça, tu sais, ça filmait bien parce que Ouais, en je pense vrai, qu'on c'est- va aller mettre les lunettes de soleil, là. Ah, carrément. Ça watt fort. Et du coup, c'est de l'or, là, par exemple. Je vois la Non, cage non, de non. barillet, etc. C'est Non, c'est non, quoi non, comme c'est du matière? laiton. C'est du laiton. C'est du laiton. Alors ça existe, hein, les rouages en or, mais on va être plus sur des montres vraiment, vraiment exclusives Mhm. de chez Vacheron Constantin, par exemple. Et pourquoi le laiton? C'est parce qu'il y a une spécificité Alors, de cette matière si qui tu as fait que... remarqué, c'est une très bonne question, en plus. C'est pour ça que je la pose. Oui, toujours. Alors, en fait, les mobiles, donc ce qu'on appelle mobile, c'est pignon plus roue, tu vois. Donc il y a toujours le pignon en acier et la roue en laiton. Pourquoi? Parce que le laiton est plus tendre que l'acier. Mhm. Et donc s'il y a deux pièces en acier, elles vont s'user beaucoup. Mhm. Alors que en laiton, ça, il y a beaucoup moins d'usure. C'est pour ça que Voilà, parce que souvent... c'est plus souple. Souvent, les apprentis horlogers, ou même peut-être un peu plus confirmés, je crois qu'ils prennent des tournevis en laiton. Alors moi j'en ai un de tournevis en laiton, mais c'est vrai que tournevis en laiton c'est pas top parce que c'est vachement souple. Ah bon? Et c'est vachement mou. Je sais que par exemple, Maison Alcé, qui fabrique des horloges à faire à la maison, elle me disait qu'elle fournissait uniquement des tournevis en laiton, parce que Alors, des justement, horloges, ça pour doit pas être beaucoup plus habiter... gros, alors.
Ouais, je suppose. Ouais, parce que Et moi, je te c'était parlais de petits justement tournevis. pour pas abîmer les pièces. Par exemple, là, tu vois, ma Bruxelles, elle est en laiton. Hmm. Plaqué or. Ah, attention, Et monsieur. ouais, c'est la classe. Non, tu sais pourquoi elle est plaquée or? Pourquoi? Pour éviter de rouiller. D'accord. Parce que ça s'oxyde avec la transpiration, même le laiton. Mhm. Et l'or, tu sais que bah, ça s'oxyde pas. Tu vois, comme je Non. te disais, ça c'est cliqué. D'accord. Pour enlever la masse oscillante. Voilà. Hop là. Et ça, faut faire gaffe de pas le perdre parce que ça vole vite. Et donc voilà, donc en fait on rouille et donc c'est pour ça qu'elle est plaquée or pour éviter qu'elle soit rouillée. D'accord. Donc là, on voit, On ça, désarme. c'est tout ce qu'on voit en doré, c'est du C'est laiton. du laiton, ouais. Donc même le balancier, il est en laiton. Et tout ce qui est. Et la platine, c'est pas de l'acier, C'est quoi? c'est du laiton C'est du laiton. Ok. qui a été plaqué. Ok, ok. Ouais, donc et en fait, si tu grattes, si tu t'amuses à gratter avec un tournevis, tu vas voir, en fait, dessous c'est jaune. D'accord, bah, j'irai pas Après, pas gratter. toutes, hein. Genre, il y en a, elles sont en acier souvent, mais la plupart du temps, c'est quand même en laiton plaqué. Et ça, du coup, je suppose que c'est du 316L. Il n'y avait pas encore le 904 à l'époque, hein. Tu parles du boîtier ou... Quand tu parles d'acier. Alors, acier, je pense que c'est différent de l'acier pour tout ce qui est habillage. Mhm. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils utilisent pour tout ce qui est engrenage. Ça m'étonnerait, je pense, que ce soit du 904. D'accord. Bah, de toute façon, c'est pas ouais, possible que ce soit du 904 puisque la montre date de 67 et le 904L est arrivé chez Rolex à partir de 85. Mais j'étais curieux de savoir sur les modernes plus, enfin sur les calibres plus modernes, s'ils mettent de l'acier ou pas. Mais Après, ça doit être aussi un peu secret professionnel, hein. oh, je pense que ça, tu peux Tout ce qu'ils utilisent en acier. À mon avis, ça, tu le vérifies facilement et je pense pas que ce soit un secret d'État, hein. À mon avis, tu je demandes sais à pas, tu sais, Rolex, ils peuvent te répondre. Ils gardent bien secret à chaque fois leur. Bah, de toute façon, tu prends la pièce et tu la testes. Tu peux Ouais. savoir en la testant si c'est du 316 ou du 904. Ouais, c'est avec le taux de carbone, je pense. C'est ça? Alors, je saurais pas te dire exactement comment tu la testes, mais par rapport à la dureté, par rapport à En tout cas, si la vous savez, résistance, etc., les commentaires sont ça peut se ouverts. trouver. Si vous pouvez nous aiguiller, peut-être. Bien sûr. Donc, voilà. De toute façon, tous les commentaires sont les bienvenus. Donc, n'hésitez pas. Quand ils sont gentils, Oui. c'est mieux, mais même C'est quand ils sont moins gentils, allez-y, hein. Mais toujours Dans la bienveillance. dans la bienveillance Bah, et avec des arguments. quand je dis pas gentil, pour moi, c'est pas bienveillant. Quand je dis, mais en tout cas, tout ce qui est constructif est très Voilà, cool, ouais. et tous les commentaires de manière générale. Et même si vous voulez vous défouler, vous pouvez y aller, hein. Nous, ça nous fait un peu de référencement au passage, c'est pas plus mal. Exactement. Non, puis même à chaque fois, j'aime bien débattre avec des personnes parce qu'en fait, chaque horloger a un peu ses techniques aussi. C'est vrai. Donc, C'est vrai que souvent on le voit dans les commentaires, ah tiens, moi j'aurais fait ci. c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que on essaye de varier les stages quand on est à l'école pour pas aller chez le même maître de stage. Pour justement Forcément. voir un peu toutes les techniques et faire après un schmilblick de tout ce qu'on a appris et de prendre un peu de partout en fait pour se faire sa propre technique. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on enlève, Théo? C'est une bonne question, mon cher Jamy. Ah, tu reconnais ça quand même. Cette pièce-là, là. Bah c'est la raquette ça, je vois. La raquette? Toi, tu suis pas là-dessus du calibre en fait. Non, ça c'est le. Regarde. Là, elle est bien zoomée, là, tu la vois normalement. Oui, là. oui, c'est le. Si, mais je connais, mais j'ai oublié le nom. L'encre, C'est l'encre. c'est une des pièces les plus importantes. Elle est quand même atypique cette pièce, non? Mhm. Donc l'encre qui est composée de deux palettes, d'un bras, d'une fourchette, d'un dard et d'un pivot. Enfin, de deux Ok. pivots. Elle est sympa la vue là d'ici. Ouais, j'ai essayé de prendre des petits plans sympas. Et en fait, ça, c'est pour montrer si tous les rouages sont plats et qui sont pas voilés. Ah, yes. Tu vois, parce que en fait, à chaque fois, avant de démonter, je monte pas souvent dans les vidéos parce que je suis très proche de la montre, donc on voit juste mes cheveux et pas forcément la montre.
Mais il faut à chaque fois analyser avant de démonter, et si quelque chose va pas, réparer avant le nettoyage. D'accord, je vois. Parce que en fait, quand on répare, on va salir la montre un petit peu, et comme ça, quand on remonte, bah, tout est nickel, et on a juste à mettre les pièces et huiler, quoi. Ok. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu nous enlèves là? Donc là, ça s'appelle la roue de couronne, qui tourne à l'envers. Alors, soit il y a deux vis comme ça, Ça, c'est soit c'est la... un- Donc ça, c'est la roue qui va venir directement s'activer via la tige de Donc en fait, couronne donc et là, qui va il y a venir la tige de remontoir. resserrer le ressort de barillet, c'est Ouais, ça? c'est ça. En fait, elle est connectée au pignon de remontoir, et le pignon de remontoir, il est connecté à la roue de couronne. Ok. Et en fait, s'il n'y a pas de vis, c'est souvent une vis, un pas de vis anglais, donc à l'envers. D'accord. Voilà. Parce que sinon, ça se dévisse. Ouais, mais là, sur les Rolex, il y a deux vis, au moins, ça bouge pas. Et là, donc, le fameux rocher qui est décoré, qu'on appelle cette décoration. Est-ce que tu sais? C'est quoi que t'appelles le rocher? Le rocher, c'est ce que je suis en train de démonter là. Bah, t'as pas de décoration dessus. T'es sûr? T'as un petit brossage, quoi, c'est tout. Hein. T'as pas Ça vraiment... s'appelle un soleillage. Ouais, enfin... Un soleillage, en fait, c'est un brossage, mais qui fait comme un soleil. Oui. Ah, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'un brossage classique, hein. Oui, mais enfin, pour Tu moi, vois, une en fait, décoration... Oui, Tout non. part du centre et ça va vers... Oui, oui, je connais bien. Tu le fais aussi sur les cadrans, mais pour moi, une décoration, ça va être plus des... Je sais pas, un anglage, ça va être plus des côtes de Genève, ça va Bah, être... le soleillage, c'est une tu décoration vois. très utilisée. Figure-toi. Ça va être du guillochage, des choses comme ça, oui, mais je savais pas que c'était considéré comme une vraie En fait, décoration, quoi. tout ce qui est autre que brut, ça va être une décoration. Ok. Voilà. Et donc, il y a des décorations qui sont beaucoup plus connues, donc qui sont utilisées en manufacture, et d'autres beaucoup plus artisanales, par exemple le charbonnage. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. En fait, tu prends un bloc de charbon, du pétrole, et tu grattes. Ok. Et ça fait une finition. Ça marche très bien sur de l'argent, par exemple. Sur D'accord. l'acier, un peu moins. Et ça tient bien? Alors, Dans ça le tient temps. bien, l'éclat disparaît un peu, mais c'est plutôt sympa. Ça change, et moi, c'est une de mes finitions préférées, par exemple. Ok. Toi, c'est quoi ta finition préférée? Ça dépend vraiment de la pièce pour moi, j'ai envie de te Ouais. dire, quoi. En vrai, les côtes J'aime- de Genève, c'est pas mal. Tu vois. J'aime bien les guillochages, quoi. Ouais. Tous les types de guillochages, je trouve ça vraiment sympa. Mais ouais, ça dépend vraiment du type de pièce, quoi. Après, le guillochage, ouais, on retrouve surtout sur des cadrans. Bah, tu peux retrouver sur les Ouais. boîtiers, sur toutes les pièces Ouais. en... Bah, pour moi, du moment où t'as de l'acier, tu peux le guillocher, non? Pour moi, c'est plus une technique de cadran. Donc là, on enlève le pont de barillet. Voilà, donc avec ce perlage toujours, hein, qui fait mal aux yeux. Mhm. N'empêche, je sais pas toi, mais se dire, tu vois, que les pièces, elles ont vécu... elles sont plus vieilles que moi, quoi, déjà. Plus vieilles que toi aussi, en plus. Ouais, plus vieille que moi également, forcément. En vrai, se dire ça, c'est assez fou, hein. Mm. Donc en vrai, moi, c'est un peu un honneur que j'ai de redonner vie à des pièces aussi anciennes. Ah, bah, c'est sûr que c'est super gratifiant, hein. Tu pars de... Enfin, t'es juste un passage sur Ouais. cette montre qui était ouais. là avant toi et qui sera là probablement après. Ouais. Bon, c'est pas après ce qui est fait du futur, Ouais, c'est mais il y a de sûrement, grandes chances. Donc ouais, ça nous permet de rester un peu modeste par rapport à ces choses et par rapport en 2025 et tout ce qui est jetable, etc. Bah, on voit que non, il y a il reste quand même des toujours... choses, c'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est un rien peu ne se anachronique. perd. Donc là, on pourra voir aussi, j'ai pas trop montré, mais le, la roue d'échappement a un contre-pivot, Mhm. comme un peu le balancier. C'est pour éviter encore plus les frottements. C'est Ok. vraiment sur les montres de grande qualité qu'on retrouve ça. Et donc là, il y a une espèce de doigt en laiton, je sais pas si t'as vu. C'est le stop seconde. D'accord. En fait, il va venir, quand on tire la tige de remontoir, il va venir appuyer sur la serge de balancier D'accord. directement pour Tu arrêter le mouvement. Ok. Tu sais quand est-ce qu'il a été introduit chez Rolex, le stop seconde? Alors là, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que c'est pas commun. Par exemple, je sais que il y a des Patek Philippe qui n'en ont pas, des Nautilus et tout.
à 120 000 balles. Ils ont pas de stop seconde. C'est vrai. Bah, on a un client qui avait acheté. C'est vrai, après, moi, des fois, dans les commentaires de certaines vidéos, je vois des gars qui disent ah, pas de stop seconde sur cette montre, c'est rédhibitoire, Bah, je la moi, prends pour moi, pas. sur une montre de luxe, en tout cas actuelle, c'est un minimum, quoi. Bah, T'as envie de régler ta seconde, pile poil. ouais, pour moi, c'est bien, mais ce sera pas rédhibitoire. Après, oui, si c'est une montre de luxe, etc., pourquoi pas. Mais tu vois, si par exemple, dès que je vais aller sur des montres un peu vintage sympa, bah, je m'en fous. C'est du Oui, ça c'est vintage, donc sûr, ça oui, le compte pas. vintage, non. Et, et Mais oui, au-dessus d'un certain montant, c'est bien, mais si t'as toutes les specs de la montre qui sont trop bien, et qu'à côté, bon, il y a juste le stop seconde qui fait chier, pour moi, c'est bon, un c'est pas manque. non plus... Ouais. Donc là, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des ressorts partout. Donc les ressorts, faut toujours les tenir avec, par exemple, là, une cheville plastique et les enlever avec la Bruxelles. Comme ça, t'es sûr, 99% de chances que ça saute pas, quoi. Voilà, donc là, tu peux voir que vraiment, les finitions, elles sont vraiment de partout. Parce qu'il y a des marques qui vont faire des finitions que là où ça se voit, par exemple. Hmm. Là, on peut voir que même sous les pièces, tout ça, C'est tout qui est il y perlé, a du quoi. perlage, quoi. Et en plus, t'as vu, il y a différentes épaisseurs de Ouais. perlage. Ouais, c'est sympa, Ouais, ça c'est donne du relief à la pièce. c'est ça. Donc là, tu commences à réassembler, là, c'est ça? Alors non, non, là, en fait, je mets le balancier pour le lavage. Donc Hmm. pour laver le mécanisme, il faut mettre le balancier, parce que sinon, donc, on met pas le balancier Ouais, tout seul. Sinon, forcément. tu retrouves une bouillie, tout simplement. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous ne voulons pas de bouillie. Et comme j'ai appris chez Rolex, parce que oui, j'ai fait un jour chez Rolex, D'accord. un test. Et on enlève les contre-pivots pour le lavage. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Mais moi j'aime bien comme ça. Après, ils sont tout propres, directs. Et Bah ouais, t'as juste à les, c'est mieux. ouais, à les huiler après. Bah, à l'école, on n'apprend pas forcément à les enlever, hein. On les laisse et après on les nettoie à la main. Mais en vrai, ouais, chiant quoi. Donc là, voilà. En vrai, je suis content parce que j'ai pu filmer assez bien cette étape et c'est compliqué parce que je dois vraiment être proche, tu vois. Hmm. En fait, Ouais, c'est c'est pas pas évident. évident hein, Non, de c'est faire pas des gros évident. plans quand on est en train de travailler sur la montre. Faut faire attention bah, à sa tête, ses cheveux, qu'on ne soit pas contre la vidéo, qu'on vienne pas gâcher la vue de la vidéo ou cacher les pièces. Faut arriver à bien zoomer, non, c'est pas Souvent, si des fois, je mets évident. des casquettes à l'envers, tu sais, pour remonter les cheveux, tu vois. Ouais, Comme ça, bah, s'il n'y a pas de cheveux qui tombent dans la montre, bon, ça. Encore ça, va, je suis jeune. c'est mieux. Ça tombe pas trop. Mais donc voilà. Donc en tout cas, là, voilà, tu vois les pièces, en fait, moi, je les trie laiton avec laiton, acier avec acier. D'accord. Comme ça, il n'y a pas de casse. Parce que sinon, tu vois, il y a une pièce en acier, elle peut un peu déglinguer une pièce en laiton. Mhm. Donc voilà. Et après, bah là, c'est un mouvement relativement simple. Quand même, tu vois, il n'y a pas de grosses pièces. Voilà, c'est quelque chose que je connais. Donc je peux me permettre de mélanger les pièces un petit peu. Je sais où elles vont, quoi. Ouais. Tu te fais des petites photos, du coup, je suppose, quand tu connais pas trop le calibre, quand tu le Ouais, démontes. quand je connais pas, soit je fais des photos, soit des petits schémas aussi. Mhm. Ça aide bien les petits schémas parce que ça te permet de vraiment comprendre quelle pièce est connectée avec quelle pièce en fait. D'accord. Voilà. Donc là, on sort du lavage et on va commencer par remettre un ressort de barillet dans le barillet. Mhm. Et donc, comme c'est un ressort automatique, il y a deux types de graisse à mettre dans le barillet. Donc là, on met. Est-ce que tu sais un peu la graisse là? Non, je Non, ouais, aucune idée. Donc là, on met de la 1300, c'est de la graisse un peu épaisse. Mhm. Voilà. Et sur les côtés, on va mettre un autre type de graisse parce que tu vois, genre, le ressort, vu que c'est automatique, en fait, il s'arrête pas et il tourne toujours Ouais, forcément. éternellement. Et du coup, donc ça use. Donc il faut mettre de la graisse un peu spéciale sur les côtés. Et par contre, il faut bien la mettre sur les côtés pour pas que
elle rentre en contact avec l'autre graisse et que ça fasse de la bouillasse encore. D'accord, forcément. Voilà, donc faut vraiment être délicat et appliquer ouais, vraiment précisément, quoi. Est-ce que tu as déjà regardé une vidéo de l'atelier du calibre en entière, Théo? Mais quand même, je les regarde toutes en entière, voyons. Bon, ça va. Du coup, t'es censé savoir les graisses, hein? Mais je les sais, c'est pour faire le dialogue avec les abonnés, pour que tu réexpliques, c'est pour ouvrir le débat. Qu'est-ce que vous mettez dans le barillet? De l'huile d'olive? Du lubrifiant Durex? Je pense qu'on va la refaire cette blague. Hein. Ça va, c'est bon, je couperai. Non, mais en vrai, vraiment, je me tâte à faire une vidéo ça avec différents lubrifiants pour voir ce que ça fait. Ça peut être drôle. Comment ça? Genre avec de l'huile d'olive, du lubrifiant. Ouais, bah tu feras ça sur ta montre. Hein. Ah, si tu veux. Non, je vais faire ça sur la 63. Tu peux pas mettre ça, gros. Non, mais je couperai, ça va. Donc, une fois qu'on a mis le nouveau ressort, il faut huiler de l'autre côté. Donc, on va huiler directement sur le ressort. Voilà. Et donc là aussi, tu peux voir un magnifique soleillage. Mhm. Évidemment, ne pas oublier le trou. Enfin, le trou. L'axe de pivotement. Parce que forcément, ça va venir... Ah bah, en fait, Ouais. de partout, il y a du frottement Ouais. ou quoi. Faut mettre de l'huile, en fait. Faut pas réfléchir. Après qu'il y a l'huile, faut mettre... ça dépend de la force, de l'intensité et de la répétition du frottement. Mhm. Mais dès qu'il y a deux pièces qui se touchent, généralement, paf, huile. Ok, donc là tu remets l'axe. Voilà, donc l'arbre de Tu barillet, vas- ça s'appelle. Et tu vas venir le fermer. Voilà. Et ensuite, là, je mets de l'huile sur le couvercle. On va mettre soit sur le couvercle, soit sur le ressort. En vrai, maintenant, moi, je mets plus sur le ressort que sur le couvercle. Alors, on va dire que la vidéo, elle date un peu. Et ouais, c'est ça de pas poster, Julien. On veut plus de vidéos, nous. Et ouais, mais en vrai, c'est une vraie discussion parce que je sais que vous réclamez plus de vidéos, mais en même temps, vous réclamez vos montres à temps. Bah faut arriver En fait, c'est assez complexe. à trouver le juste milieu pour pouvoir délivrer, quoi. Mais là, j'ai trouvé un monteur plutôt cool. Et donc, normalement, ça va aller un peu plus vite, j'espère. On espère, on espère. En tout cas, hop, on va revenir fermer du coup. Voilà, le couvercle. Dans le barrel closer. Voilà. Donc c'est une mocho pour plus tard, je suppose. Une quoi? Non, je pensais que t'allais le stocker quelque part pour t'en servir plus tard. Ah ouais. Alors, oui, on va stocker le barillet en attendant de faire les autres choses. Mais comme ça, au moins, c'est prêt. Hmm. Donc, on retire le balancier, enfin, donc tout le coq, tout ça. Le Ça coq, c'est la partie un peu délicate, ça, non? ouais, c'est toujours délicat, faut faire attention. Après, il y a des choses encore plus délicates hein, quand on va vraiment dans le spiral, tout ça. Mais ça, après, on a l'habitude quand même d'enlever un balancier. Mais évidemment, il faut toujours faire attention parce que des fois, on se dit « Oh, c'est bon, on a l'habitude » et c'est là où on fait les erreurs. Donc, toujours prendre du recul. Et donc, il y a différentes manières de commencer un remontage. Ça dépend du calibre, ça dépend de par où on aime commencer. Mais là, visiblement, on va commencer par le remonteur, le remontoir. Ça va permettre de directement, en fait, tester le remontage des pièces. Et de pouvoir prendre la montre avec la tige de remontoir aussi. Pour éviter de la toucher. D'ailleurs, je sais pas, alors j'ai fait un test de live. Ce serait bien d'en parler, quand même. Ouais, parlons-en. Théo n'est pas trop convaincu, mais moi, en vrai, je suis. Alors, j'ai pas dit que j'étais pas convaincu. J'ai dit que la qualité de la vidéo laissait à désirer. Alors, Ce qui n'est pas pareil. je suis d'accord, mais c'est parce que je n'ai pas de Wi-Fi à l'atelier. Voilà. J'étais en 4G, voire moins parfois. Voilà, moi je dis, essaye déjà d'investir dans de la 5G.
Alors dans du Wi-Fi, mais je pense que ça peut être intéressant pour les personnes parce que vous pouvez interagir en direct sur les révisions de montres. Ça peut être pas mal. Par contre, ce que je disais également, c'est faudrait avoir de la bonne qualité. Wi-Fi. Et 2, pour moi, c'est un plus aux vidéos normales. Et entre les vidéos normales Évidemment, et les je lives, suis d'accord. déjà que là, on n'est pas trop actif sur cette chaîne-là. Et ça me permettrait aussi à moi d'être plus actif. Parce qu'un live, en soi, c'est je branche, je fais une vidéo et j'ai pas de montage à faire après. Mais pour quoi. moi, tu peux faire un live toutes les 3 vidéos, peut-être. Ouais, moi, je pensais un peu plus que ça, tu vois. Peut-être Être 2 vidéos. Un peu plus Mais récurrent. Mais tu vois, et le problème En fait, c'est ça, c'est que j'ai peur que si je te dise, oui, les lives, c'est trop bien, au final, on a que des lives, et les lives, Non, je c'est pense pas qu'il cool, faut... ça permet de faire réagir les gens, etc., mais c'est pas les vidéos longues faut où pas on que ça apprend remplace, plus de faut choses. pas que ça remplace les vidéos classiques. Et je pense que la communauté va nous dire en commentaire, ne supprimez pas les vidéos comme ça. Ah bah, dans tous les cas, on supprimera rien. Mais Bah, après, la question, c'est le temps qu'on va passer sur les lives, c'est du temps qu'on passera moins sur les vidéos normales. pas forcément, tu vois. Et En tout cas, dites-nous en commentaire. On aimerait bien En tout avoir cas, vos avis. En tout cas, les gars, moi, ce que je vois, c'est que la chaîne Atelier du Calibre n'est plus trop active. Et on Dis pas aimerait ça. bien relancer des vidéos, quoi. Mais Donc, avant de penser à des plans de, vas-y, des lives ou quoi, ou on lance une nouvelle chaîne, montre ta vintage, ou ci ou ça, bah, ce qui serait cool, c'est déjà de retrouver sur au moins 1 à 2 vidéos par mois, minimum sur cette chaîne vidéo normale. Et en plus, pourquoi pas en bonus, proposer des petits lives de temps en temps. écoutez, on attend votre avis sur le sujet. Est-ce que ça vous botte ou pas, les lives? Sur YouTube. C'est sur YouTube. Voilà, mais dites aussi si vous préférez les lives aux vidéos normales ou les vidéos normales Ou si vous aux voulez les lives. deux. Évidemment. Donc là, on est... retournons à nos affaires un petit peu quand même. Parlons de cette double rouge. On est au huilage du remontoir. Donc on a remis la bascule, on a huilé entre la bascule et la tirette. On a également huilé la roue de minuterie, le tenon de la roue de minuterie, et donc là on met le ressort de la bascule. Alors à savoir que la roue de minuterie, il faut pas la mettre maintenant parce que tu peux voir, il y a un rubis à huiler plus tard en dessous de la roue de minuterie. T'as vu? Donc ça c'est le petit piège. Voilà, donc faut faire attention. En fait, dans quel ordre on met. Après, on peut re-enlever, mais voilà, faut faire attention à ne pas oublier de huiler ce pivot, enfin ce rubis caché. Le renvoi qui a un sens d'ailleurs, faut faire attention parce que en fait, il y a les rebords, ils sont arrondis d'un sens, et donc ces rebords arrondis, il faut les mettre en haut. Voilà, faut faire attention. Et là, c'est le frein de tirette. Est-ce que tu connais un peu toutes ces pièces, Théo, ou pas? Je les connais oui, parce que je suis abonné à l'Atelier du Calibre, parce que je m'intéresse un minimum à la partie mécanique. Après, il y a des pièces Ouais, tu sais pas vraiment à quoi elles ressemblent. Voilà, je sais pas vraiment les reconnaître. Si tu me dis Je te les mets dans une boîte, tu vas pas me les mettre dans l'ordre, quoi. Bah, il y en a, si, je les reconnais directement, mais je pourrais pas te les rassembler, ça c'est clair et net. Je pourrais pas te dire toutes les pièces à quoi ça correspond. Après, les principales, oui, bon, voilà. Genre là, par exemple, c'est quoi? Bah, ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est le barillet. Voilà, Enfin, l'arbre de barillet. Donc là, en fait, on va huiler directement dans le... Donc là, tu commences à remettre les roues, je suppose. Exactement. Donc, il y a toujours un ordre, pour les heures, minutes, secondes. Alors ça dépend, en fait, des fois ça change suivant les modèles. Hein. Ah bon? Ouais, suivant les calibres, ça change, parce que des fois, en fait, enfin, comment dire, faut regarder, faut analyser. Ok. Et en fait, ouais, des fois vraiment ça change. Donc là, voilà, c'est le stop seconde. Donc ça, c'est la roue de centre que t'as mis. Tu viens ajouter le stop seconde en dessous. Ouais, parce qu'en fait, souvent, le stop seconde, on l'oublie souvent, en vrai, en tant qu'horloger, parce que c'est pas une pièce, on va dire, vraiment utile. Tu vois, genre, tu l'enlèves, en vrai, le stop seconde, la montre, elle fonctionne correctement, quoi.
Et des Et fois, après, tu te retrouves avec une pièce dans la boîte et tu te dis, bah, mais combien de fois c'est arrivé à l'école, mec? Vraiment, à chaque fois, il y en a un, quand il remontait sa montre, on était tous à la fin, et là, t'entendais un putain. Et Ouais. tu savais que c'était un mec qui avait oublié le stop seconde. Hmm. Donc, va tout redémonter, tout renettoyer. Parce qu'en plus, tu vois, genre, c'est vraiment au début que tu le mets le stop Donc seconde. là, attends, tu regardes quoi là? Tu regardes le stop seconde tient bien, donc Ouais, tu le voilà. visses juste avec une petite vis En fait, c'est une vis, mais et tu vérifies. avec une hauteur, tu vois. Et cette hauteur-là permet à ce qu'il coulisse bien. D'accord. Voilà. Donc la deuxième roue, Voilà. On met ta roue de centre, roue de moyenne, du coup. roue de moyenne. Voilà, on cale bien dans son petit rubis. Je sais pas si t'as remarqué, mais elles sont beaucoup plus lumineuses, les roues, non? Après le lavage. Si, quand même. Elles sont propres, hein. Si, tu Sont vois une clean, hein. différence quand même. Tu vois, ouais, tu vois vraiment la différence. Ouais. Et la troisième et dernière. Ça, c'est la roue de seconde. Enfin, le mobile de seconde, d'ailleurs, hein. On dit souvent roue, mais c'est un abus de langage, faut dire mobile. D'accord. Parce que mobile, en fait, ça inclut donc l'axe, le pignon et la roue. Ok. Si tu dis juste la roue, c'est juste la partie en laiton. Donc là, tu vas venir remettre le pont ensuite. Voilà, le pont de barillet. Pardon. Donc, pont de barillet, on va venir ensuite fixer. Hop là. Ouais, donc, des fois, en fait, faut faire attention parce que le pont de barillet, il va venir sur des roues. Donc, après, c'est chiant à enlever. Là, ça va, c'est correct. Mais ouais, des fois, c'est un peu. Chaque mécanisme a ses particularités, donc faut s'adapter, quoi. Ok, alors là, la petite, c'est quoi ça? Alors ça C'est de s'appelle l'huile? du Fixodrop slash Epilame. Fixodrop, c'est un peu la marque. Et en fait, ça va permettre Ah, yes. à mettre un revêtement de surface qui va permettre à l'huile de rester en place. Et en vrai, si tu mets pas ça sur les roues d'échappement, il y a peu d'horlogers en vrai qui le mettent. Faut demander à votre horloger s'il épilame ses pièces. Mais en vrai, si tu épilames pas tes pièces, l'huile, elle part complètement. Et c'est comme si tu n'avais pas huilé ta roue d'échappement, ton encre. Ah, donc c'est ballot, quoi. Donc, ouais, vraiment, ça, c'est Donc là, quelque chose qu'est-ce que qui tu fais? Tu vas rouler une clope là ou quoi? est... Là Ouais, oh, ouais, oh, bah calme-toi, à chaque fois, je roule des gros joints pour me détendre, parce que sinon, je tremble, tu vois. Grosse clope. Donc, évidemment, je rigole. En fait, on utilise du papier à cigarette, parce que c'est du papier, mais qui met pas de micro-poussière. Mhm. Tu vois. Donc, ça va vraiment sécher et absorber le produit. D'accord. D'ailleurs, ce produit-là, il sent super. Enfin, moi, j'aime bien parce que il sent Il vraiment sent la bon. grand-mère. Ah, t'aimes Genre bien quand ça sent la grand-mère, toi. Ouais. C'est le Ah là placard là. de grand-maman, tu vois. Ah, D'accord. il a vraiment cette odeur-là, c'est assez fou. Et donc, sur l'encre, faut huiler que les palettes et pas toute l'encre. Pourquoi? Parce qu'elle fait pas une rotation complète et du coup, apparemment, ça dérègle Mais un qui peu. peut le plus, peut le moins, non? Non, non, mais parce que sinon, c'est pas bon. Ça met du produit sur les pivots, c'est pas bien. Ok. Voilà, parce qu'elle fait pas une rotation complète. Ok, Enfin, c'est ce qu'on donc m'a faites expliqué attention en à ça, cours. les gars. Moi, j'en aurais mis de partout dans le doute, donc faites attention. Ouais, donc seulement sur les palettes, le fixodrop sur l'encre. Et donc là, on va pouvoir mettre la roue d'échappement, qui, je rappelle, tient avec des contre-pivots. Donc là, on peut remettre le pont de rouage. Voilà, donc comme je disais, voilà, il y a vraiment cette particularité d'avoir un contre-pivot sur la roue d'échappement. Donc là, désolé, il y a un peu les cheveux qui cachent, mais en vrai, j'ai gardé le plan parce qu'on voit quand même assez. Et on peut voir que je mets une petite goutte d'huile sur le chaton et après sur aussi le contre-pivot. C'est pour vraiment faire la liaison et que la goutte ne s'éparpille pas, pour qu'elle reste bien concentrée. Voilà, donc là il y a le contre-pivot et je vais également mettre une petite goutte. Voilà, c'est une petite technique, ça, c'est pour pas que la goutte s'éclate. Voilà, donc par capillarité, en fait, ça va vraiment faire slurp. Voilà, donc là on voit bien la petite goutte concentrique. Et on va la remettre. Alors c'est pas évident parce qu'il y a cette lyre qui tient. Voilà, mais on y arrive. Et là on peut voir vraiment la goutte, elle est, on voit un petit peu.
Voilà, la goutte est bien concentrique, bien comme il faut. Et ensuite, on remet la lyre. Alors, faites attention, c'est très fragile, hein, les lyres, comme ça. Parce que ça pète facilement. Et rebelote sur, évidemment, l'autre côté. Donc voilà, là on va remettre le cliquet, on peut voir qu'on a remis déjà le ressort, et il faut bien sûr lubrifier le contour du cliquet. Voilà, c'est une pièce très importante, c'est ce qui permet le maintien en force du barillet. Et ensuite on met le rocher qui est soleillé, on le voit encore mieux qu'avant le soleillage, je trouve. Vraiment les pièces sont vraiment bien ressorties, elles avaient besoin d'un bon nettoyage. Et évidemment, la vis de rocher. Donc, c'est vraiment Et là, voilà. Et là, t'as vu, dès que je touche un petit peu, ça tourne. C'est vraiment fluide, quoi. C'est ça qu'on aime chez les Rolex, c'est que c'est tellement bien fini qu'il n'y a pas de place à l'à peu près, quoi. Et donc là, la roue de couronne, en fait, elle est en plusieurs parties. Donc il y a une petite plaque pour éviter l'usure et les frottements. Ensuite, on met la denture. Et ensuite, on va mettre comme un espèce de couvercle qui va permettre d'emboîter le tout et de maintenir la pièce, quoi. Et voilà donc l'espèce de couvercle, on va dire, de la roue de couronne qui va permettre d'emboîter le tout comme un sandwich avec les deux vis, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, donc en fait, faut trouver où elles se mettent à chaque fois. C'est assez simple, mais faut que tout soit aligné, quoi. Un alignement de planètes. Et là, voilà, on peut commence à voir, avoir ça y un est, peu de mouvement là. Là, ça y est. Donc là, on voit bien le rouage qui tourne. On voit qu'il s'arrête pas et qu'il boite pas à la fin, et que même, tu vois, il y a ce petit aller-retour là. Tu vois, il change de sens en fait. Et c'est D'accord. ça qu'il faut là. Ça veut dire que le rouage est libre et qu'il n'y a pas de problème. Ok, donc là c'est le moment, on remet la raquette, l'encre. L'encre, ça toujours. La raquette, c'est pas ça, je te montrerai. Il y en a même pas de raquette sur les Rolex. Parce qu'ils ont un autre système de réglage. Donc ça, la raquette, tu me dis Après, celle-ci, je sais pas si elle a. c'est ce qui va venir donner le tic-tac. Ça, c'est l'encre. L'encre, c'est ce qui va donner le tic-tac. Tic-tac de la montre, c'est quand l'ellipse elle vient toucher la fourchette de l'encre. Ok. Voilà. C'est ça qui fait le tic et le tac de la montre. Et c'est grâce à ce tic et ce tac qu'on peut régler les montres avec le chronocomparateur d'ailleurs. D'accord. Parce qu'en fait, le chronocomparateur, c'est un micro. C'est un micro qui va calculer les différences de temps entre le tic et le tac. D'accord. Donc, une fois qu'on a mis l'encre, il faut faire attention de ne pas casser le pivot parce que c'est très fragile, hein, ça fait vraiment quelques dixièmes de millimètre, 0,2 mm. Et donc là, on peut voir que l'encre est bloquée contre les goupilles de limitation. Ça aussi, c'est important. Si elles sont déréglées, la montre ne peut pas fonctionner. Donc c'est important qu'elle soit bien droite et pas retouchée. Et donc là, je teste en fait si la montre part direct quand il y a une petite impulsion. Tu vois. Okay. Ça, c'est important de voir. Dès que tu mets une petite impulsion, qu'elle part direct. C'est important. Donc voir que c'est bien propre d'ailleurs, les palettes de l'encre. Ça, c'est très important. Et donc là, on met la pièce maîtresse. Le cœur de la montre. Le balancier. Donc là, évidemment, il va pas tourner. Pourquoi ? Parce que il manque les contre-pivots. Donc là, il est un peu dans le vide, quoi. C'est pour ça qu'il tourne pas. Et tu vois que dès qu'on va mettre les contre-pivots, ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, je teste s'il est libre, si l'ellipse, en fait, elle est bien dans la fourchette de l'encre. D'accord. Donc là, tu regardes que tout puisse tourner, etc., qu'aucune pièce ne dérange son mouvement. C'est ça, exactement. Parce que donc, souvent, quand on met le balancier, il y a un risque de renversement. Ça veut dire qu'en fait, l'ellipse, elle est pas dans la fourchette, elle est à côté. Et du coup, donc, ça bloque. Ok. Donc là, on vient visser. Exactement. Et donc là, on vient mettre
Les contre-pivots. Donc les contre-pivots, moi je les huile au picule automatique. Et donc on voit pas quand je les huile parce que voilà, comme j'ai dit, c'est une opération où je dois être vraiment proche et c'est compliqué à filmer. Surtout au picule automatique. Picule automatique, c'est comme un espèce de stylo. Je crois que je le montre dans d'autres vidéos. Hop là. Donc là, tu vérifies que tout Tout est encore en place. est bien. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de jeux encore. Ça tourne un peu mieux que sur les contre-pivots, non? Ouais, en plus, le balancier, il tourne pas, il oscille. C'est un abus de langage aussi. T'as pas fait une vidéo, toi, sur les abus de langage? Si, effectivement, j'ai fait une Ouais. vidéo sur les abus de langage. Ouais, donc il faudrait... Parce que donc toi, t'as fait sur les abus de langage côté habillage. Ouais, il y a des abus de langage côté mécanique aussi. Ouais, bah Ça pourquoi pourrait pas être, faire une vidéo à l'occasion. Une V2, en vrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait serait- être pas ouais, mal. Ça pourrait être intéressant. Bien savoir, parce que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le mot balancier pour parler de la masse oscillante / rotor. Ah bon? Ah oui. D'accord. Ah oui, moi j'ai pas mal de clients qui me disent oui, il y a le balancier qui tourne plus. Je fais ah mais le balancier c'est, enfin vous le voyez, non? Si c'est pour remonter la montre. Je fais, ah non, ça, c'est le rotor, pas le balancier. Même moi, avant de commencer l'horlogerie, en vrai, j'appelais ça le balancier. Hein. D'accord. Bon, parce que je connaissais rien, tu vois. Et c'est un des premiers trucs qu'on nous dit en cours d'horlogerie. Alors ça, c'est pas un balancier, les gars. C'est une masse C'est une oscillante. masse oscillante / rotor. Donc comme j'ai dit, voilà, donc là, faut pas oublier le pivot caché. Mais avant tout, oui, voilà, faut huiler donc le petit réo de la roue de minuterie pour pas que ça s'use et que ça fasse de la pâte, en fait. Parce qu'après, donc, en fait, si ça s'use, en fait, ça va faire des copeaux de laiton et ça va venir arrêter le mécanisme au bout d'un moment. Voire pire, complètement rendre la pièce HS, quoi. Donc là, est-ce que tu sais ce que c'est cette pièce, Théo? Laquelle? Celle-ci, là. Celle-ci que je viens de mettre. Ça s'appelle le frein de tirette. Et figure-toi qu'on peut reconnaître tous les calibres avec les freins de tirette. Et il existe des livres entiers avec des photos de freins de tirette et le numéro du calibre à côté. Et donc, parce qu'à l'époque, des fois, il n'y avait pas marqué le numéro du calibre sur la platine. Et donc, il fallait se référer à un livre qui référençait toutes les formes de freins de tirette. Parce que chaque frein de tirette, c'est un peu comme l'ADN de la montre, en fait. C'est quelque chose qui change tout le temps. Voilà. Tu savais ça? Non, je ne savais pas. C'est C'est intéressant. intéressant. Et donc les livres comme ça, ils sont super rares et donc super chers. J'avais un maître de stage qui en avait. Et donc ça, c'est quoi ça? C'est un outil assez spécial, spécifique à Rolex. Parce que chez Rolex, il n'y a pas de raquette. Je suis désolé de te l'apprendre. Il n'y a pas de raquette dans cette vidéo. Voilà. Le tennis, c'est pas pour aujourd'hui. Et en fait, donc, il y a des vis qui s'appellent des micro-stellas. Et ça sert à régler ultra précisément le balancier. Donc quand on visse la vis, la masse du balancier se retrouve à l'intérieur. Donc elle va avoir plus de vitesse. Donc ça va donner de l'avance. Un peu comme tu sais, les patineuses artistiques. Tu vois, genre elles se recroquevillent. Oui, exact. Et du coup elles vont plus vite. Et après, quand elle se déploie et qu'elle étend ses bras, Elle perd de la vitesse. elle perd de la vitesse. Et ben là, c'est exactement le même principe. Ok. Type d'inertie un petit peu, il me semble. C'est ça, c'est l'inertie. Ouais, je crois bien Ouais. qu'on appelle ça l'inertie. Et donc voilà, donc là, si on visse, ça va donner de l'avance. Et aussi important, donc il y en a normalement il y en a deux de micro-stellas. Il faut régler les deux au même endroit. D'accord. Voilà, parce que sinon ça déséquilibre le balancier et il a un bas lourd et donc suivant les positions où est ta montre, elle va prendre soit de l'avance et après du retard. Ok, mais ça doit être un peu galère de savoir. Et c'est pour ça qu'on utilise cet outil parce qu'il y a marqué le nombre de graduations que tu as. Ah, voilà. Ok. Et ils sont pas cons hein, chez Rolex. Hein. Donc c'est un peu comme une raquette que tu viens avancer ou reculer, mais là c'est vraiment tu viens visser ou dévisser. Ouais, en fait, au lieu d'attaquer sur le déploiement du spiral, tu attaques directement sur le déploiement de la masse en elle-même de la serge du balancier. D'accord.
Donc c'est beaucoup plus précis en fait. Ah, c'est pas mal ça. C'est pour ça que les Rolex ont une précision vraiment de Rolex, quoi. De montre suisse, c'est le cas de le dire, l'expression. Mhm. Donc voilà, donc c'est beau hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est beau, hein. Une fois nettoyé, remonté comme ça, avec ses roues en laiton, Donc là, ça ressort super bien. là c'est la roue entraîneuse de seconde, donc qui est chassée directement sur le mobile de seconde. Et comme tu peux le voir, donc il y a ce tige avec le pignon au bout. Et c'est sur cette tige-là qu'on va mettre l'aiguille de seconde. D'accord. Tu vois, là ça tourne. Ouais. Et ça, voilà. Donc ça me donne tes secondes. Donc là, un petit rubis. Donc maintenant on peut attaquer le système auto. Tu vas venir remettre la masse oscillante et le reste? La masse oscillante est déjà mise. Oui, mais je veux dire la rassembler Voilà, directement donc au là reste du... c'est tout rassemblé. Donc avec les inverseurs, petite particularité, il n'est pas conseillé de les nettoyer. D'accord, Parce pourquoi? qu'ils ont leurs propres huiles. Et en fait, chez Rolex, ils les changent directement. Mhm. En fait, dès que tu passes en révision, ils changent obligatoirement les inverseurs. Et voilà, donc à l'école, on apprend de pas nettoyer les inverseurs. D'accord, mais si c'est par exemple une vintage et que la personne, Dans le ce cas-là, propriétaire, veut plus l'amener justement chez Rolex, comme on disait en début de il vidéo. faut changer les inverseurs. D'accord. S'il y en a un de cassé. Donc vaut Après, mieux les changer que ouais, les que les huiler. nettoyer. Parce que sinon, après, ça délubrifie leurs petites dents, là, tu vois. D'accord. Et ça peut tout simplement les casser, quoi. Donc, on rehuile les inverseurs, enfin les pivots en tout cas des inverseurs. Et t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vraiment Rolex spécifiquement qui a ces inverseurs violets comme ça. C'est vrai que la couleur est un peu étrange, je trouve. Ouais, enfin même quand moi je connaissais pas les Rolex, je trouvais, oh c'est bizarre, c'est deux pièces violettes, on a vraiment pas l'habitude hein, Ouais, de voir c'est ça en vrai. horlogerie. Souvent on voit des vis bleuies, des choses comme ça, mais jamais des pièces complètement violettes. C'est vrai, moi je les trouve pas très très belles, si je peux me permettre. Ah ouais, tu critiques. Bah, enfin, Il ces faut, il pièces-là, faut. ces deux, je trouve Ouais, tu trouves pas. ça un peu grossier peut-être? Bah, ouais, je sais pas. Je trouve que ça fait pas très harmonieux. Ça va pas trop avec le reste. Est-ce qu'il y a, Après, c'est une identité en soi. Je sais bien, mais pourquoi ce choix de couleur et pas un autre? Est-ce qu'il y a une raison? Peut-être que c'était pour aller un peu avec la couleur des rubis, je ne sais pas. Mais Ça, c'est secret ingénieur, je pense. Hein. Donc là, on peut voir. En fait, donc, il faut pas lubrifier. Ça, c'est rare aussi. Il faut pas lubrifier le rubis parce que donc le rubis, il se lubrifie pas. C'est ce qui va être en contact avec la route quantième. Et ce qui va faire le passage de date instantané. Ça fait clac. d'accord, ouais. Et du coup, c'est grâce à cette pièce. Donc c'est un peu galère à mettre parce que en fait tout est en tension. Donc il faut maintenir les pièces, mais en même temps les bouger pour pouvoir mettre les autres pièces. C'est pas évident. Donc là, Donc là, je mets une pièce. Donc ça c'est le ressort enfin, le sautoir de quantième. Pardon. Je mets le sautoir de quantième pour maintenir en fait la pièce en dessous. Donc en fait, il faut vraiment bien la caler. Et ensuite, on va la visser pour bien la maintenir en force. Donc tu vois que je tiens vraiment avec ma cheville plastique hmm, pour, euh, pour maintenir. Et parce que vraiment ce ressort-là, il est vraiment costaud quoi. ouais, je vois ça. Tu vois, là on voit à quel point il est violent. Hein. Hmm, faut se T'imagines méfier. la force qu'il y a quand même dans la montre? Entre ça et le ressort de barillet, oui, il y a énormément de force. Hein. C'est pour ça que l'usure, c'est pour ça que c'est important de faire vos révisions de montre. C'est vrai. Voilà, parce qu'il y a énormément de force quand même dans une montre mécanique. Et on n'imagine pas à quel point ça peut être dur pour les pièces de résister à cette force. Donc là, tu remets Voilà. Donc le ça, c'est barillet, une justement. vis un peu spéciale. Et donc, voilà, donc là, on a mis toutes les pièces pour la mise à date. Donc. Et on va maintenant terminer avec tout ce qui est
un peu habillage entre guillemets avec le disque de quantième. Voilà le disque de quantième. Donc vraiment pratique à mettre en vrai sur les Rolex. Parce que donc il vient se coincer entre les différentes plaques, on va dire. Je sais pas comment appeler ça. C'est pas de nom particulier, c'est. Dont un rubis d'ailleurs, hein, si t'as remarqué. Lui, un petit rubis. Il sert à quoi ce rubis du coup? Parce qu'il n'y a pas tellement de frottement là. Non, en fait, il va venir maintenir le dato. D'accord. Alors pourquoi ils ont mis un rubis ici et pas aux autres endroits, ils ont mis des plaques en acier? Je t'avoue, je ne sais pas. Ouais, c'est vraiment au niveau de la date quoi. Ouais. Peut-être pour un repère. C'est peut-être un repère. Parce que le disque a une forme un peu particulière pour laisser la place aux autres pièces, etc. C'est vrai. Donc faut faire attention des fois sur les montres à complications, souvent il y a pas mal de repères en fait. Et des fois il y a des marques sur les platines et tout. Et si tu sais pas, bah, tu te dis ouais il y a une marque, ok. Mais en fait non, c'est vraiment un repère pour placer les pièces. Par exemple quand il y a une complication jour-date, bah, faut pas que la date et le jour passent en même temps. Parce que sinon ça demande trop d'énergie et ça bloque la montre. D'accord. Donc en fait il y a un repère pour que ça passe à par exemple 3 minutes d'intervalle. Ok. Par exemple sur les 77-50. 77-50. Et t'as. C'est qu'on. Donc là tu vois t'auras des repères. D'accord. C'est 50, 51 d'ailleurs. Plus sur 51. Donc là, voilà, faut le mettre, faut le bloquer. En fait, le but du jeu, là, c'est de bloquer le dato dans, dans les petites plaques. Et là, Là, tu vérifies que tout fonctionne on bien. vérifie que tout fonctionne. Et donc voilà, le moment fatidique où il faut remettre le cadran sur son mouvement. Je galère sa race. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là, Julien? Et ben en fait, faut trouver le trou, hein. Et Dieu sait que c'est compliqué de trouver le trou. Donc voilà. Donc il faut bien entendu ne pas oublier de dévisser les vis de maintien, D'accord. évidemment. Et ensuite, voilà, donc on trouve le trou et ça va tout seul. Et donc là, voilà, tu peux voir que le passage de date est direct, instantané, on dit. Waouh. Donc il y a 3 types de passage de date, il y a le instantané, le semi-instantané et le traînant. Donc là on est sur vraiment du instantané, comme tu as pu voir, vraiment avec le ressort qui bombarde. Ouais, c'est quand même plus pratique, hein. Le instantané, tu préfères? Bah oui, oui, oui. Au moins c'est direct, paf, on n'en parle plus. Moi, je préfère le instantané et je préfère sur les montres quand on peut changer la date directement via la couronne également. Je te dire la date rapide? Ouais. Ah ouais, non, c'est chiant en vrai, les vintage qui n'ont pas la date rapide. Non, c'est galère. C'est effroyable. Alors, comment tu fais, toi? Alors ça dépend, des fois tu peux retourner en arrière. Ouais, exact, justement. C'est ce que j'allais dire. Il y a une technique que pas grand monde connaît. Et vous pouvez retourner en arrière jusqu'à 9h. Vous dépassez 9h, donc vous allez peut-être jusqu'à 8h. Mais attention, hein, Et une parce que fois c'est pas que sur toutes les montres. Non, c'est pas sur toutes les montres, mais généralement sur les vintage qui ont pas le passage, la date rapide, vous redépassez jusqu'à 8h, donc vous passez la date à fond jusqu'à 3-4 heures du matin pour être sûr que le passage de date est fini. Ensuite, vous repartez les aiguilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vers 20 heures pour être sûr, on va dire 21h, 20h pour En être fait, sûr. vous verrez, ça fait un petit clac-clac Voilà. sur le dato. Et du coup, ça va venir réenclencher le passage de date. Donc ça, c'est Ouais. pas mal, la petite technique. Alors, ces aiguilles, du coup, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Et ben là, on va voir. Là, c'est pas bon, tu vois, j'ai fait non de la Bruxelles. Ah, non, 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 non. Non, Ah, voilà. même tu les balances J'ai maintenant. balance, voilà. Donc là, on peut voir que déjà, j'ai enlevé le Luminova de l'aiguille seconde. D'accord. Donc tu vois, là, c'est fluorescent à souhait. Donc là, ça watt, ça. Ça, tu peux éclairer tout ton chemin avec. Et donc, je vais gratter. Donc là, l'aiguille est à l'envers. Donc, je vais venir gratter pour enlever le Luminova. Alors, au début, on gratte avec un petit scalpel, voilà, et après, on enlève on la trempe dans l'essence, et avec un pinceau, le reste s'enlève. Ok. Et par contre, à savoir que le Luminova Rolex, en vrai, il est bien costaud.
Donc faut y aller, quoi. Donc ça, c'est vraiment du Luminova, c'est le même qu'utilise Rolex que t'as. Et là, en fait, tu vas voir, je vais faire ma petite mixture. Donc moi, c'est le Luminova Bergeon que j'utilise. Ok. Et qu'en fait, je vais mélanger avec des pigments pour donner cette retrouver, patine, en cette fait. patine. Voilà. Et donc, ça a donné ce grain avec le Luminova, parce que donc il y a Mhm. des grains de Luminova. Et en même temps, avec le pigment, donc ça fait vraiment cet aspect vintage. Ok. Donc voilà, c'est vraiment la technique pour avoir du Luminova. Et donc là, tu vois, je te montre que vraiment la couleur pour s'adapter parfaitement Ouais. Ah, ça au, matche bien là. ouais, au cadran. Donc je peux vraiment. Voilà. Et donc là, tu vois, je prends le Luminova, j'en mets et je mélange. Et ça va devenir granuleux en fait. Mhm. Voilà. Et, euh, et vraiment, ça fait vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est super. Donc je prends du Luminova blanc Voilà, pour pas donner de couleur supplémentaire au mélange. bien sûr. Parce qu'il existe différents types de Luminova, hein. Il y a de toutes les couleurs. Il y a bleu, orange, vert, tout ce que vous voulez, hein. Ouais, donc si vous voulez une petite Luminova sympa, je peux évidemment faire des aiguilles de couleurs différentes. En vrai, ça peut être fun, hein. Ouais. En vrai, ça peut être sympa, hein. Donc là, on voit que j'ai enlevé donc le Luminova neuf. Et donc on va venir appliquer le vintage. Et donc en fait, ça marche par capillarité. Tu vas voir. Hop là. Voilà. Et ensuite, on laisse sécher. C'est tout? Voilà, c'est tout. Il faut faire attention de ne pas dépasser, de ne pas en mettre partout, et de ne pas faire un gros pâté, parce que si on a trop, bah, les aiguilles elles vont frotter entre elles, Mhm. et donc elles vont se bloquer, tu vois. Donc là, t'es sur l'envers de l'aiguille? C'est ça. C'est ça, le Luminova, ça s'applique dessous. Donc là, l'aiguille des heures, Mercedes. C'est ça, hein. Et c'est ça, l'aiguille Mercedes. Et justement, cette forme Mercedes, est-ce que tu sais pourquoi c'est cette forme et pas une autre? Ah non, ça je sais pas. Parce qu'il y a une théorie, personne sait la vraie raison exacte, mais il y en a qui disent que c'est justement pour mieux mettre la lume et pour que ça s'insère mieux Ok, et ouais, que pour ça faire des tienne. compartiments un peu, Voilà, et exactement. avoir quelque chose de beaucoup plus gros Exactement. que juste le petit truc de la seconde, par exemple. Voilà. Ok, Donc je ne sais pas si c'est ça ou pas, bah, ça m'a mais l'air très logique en tout cas. ce serait logique, effectivement, Ouais. quand on voit ça comme ça. Et il y a plusieurs théories, mais ça fait partie des théories qui Je disent sais que Rolex, ils réfléchissent beaucoup à l'efficacité de leur technique, de leurs pièces en fait. hmm. Et Alors là, je vous si... rassure les gars, hein, je pense que les aiguilles, elles ont eu le temps de sécher. Vous passez vite là, vous, mais il y a eu quelques Oui, oui, temps. il y a eu un petit laps de temps. Après, c'est assez vite à sécher quand même, hein. D'accord? Tu mets un peu deux trois coups de poire et tu laisses peut-être aller 10 minutes pour être sûr. Et c'est sec, hein, pas besoin de laisser une journée ou Ok. de passer dans le four, hein. 10 minutes. Et 10 minutes large, hein, vraiment. Donc pour les aiguilles, on commence toujours avec celle des heures, puis les minutes, puis les secondes. Ah, ce serait compliqué autrement, sinon, mon C'est petit vrai, Théo. c'est vrai. Donc toujours à midi. Voilà, donc en fait on passe le passage de date dès que ça saute. En plus là il y a le stop seconde, donc ça avance pas. C'est pratique Parfait. pour l'aiguillage. Parce que C'est des vrai que fois- ça, le stop seconde, c'est plus pratique quand tu remets tes aiguilles, du coup. Exactement. Parce que s'il n'y a pas le stop seconde, le temps de remettre tes aiguilles ou quoi, ben, la montre aura avancé. Mhm. Donc tu seras plus à midi pile vraiment. Ouais. Donc faut y penser. Ou alors faut commencer à faire Ou alors faut aller super rapidement. ton emboîtage Ah ouais. à 45, quoi. Donc, voilà, donc là, j'utilise les poses aiguilles. Hop là. Ouais, donc là on voit, je regarde si c'est bien parallèle. Ouais, parce que forcément, les gars, si l'aiguille des heures, elle est à 1 ou 2 minutes, et que l'aiguille des minutes est pile au milieu, bah forcément, l'autre sera toujours désaxé, quoi. Donc là on D'ailleurs, il y avait une voit. marque à l'époque, Ouais. Ming, qui avait fait un peu un bad buzz sur les réseaux sociaux, puisque c'était enfin, c'est une super micro-marque, mais à un moment, ils avaient chaussé des aiguilles un peu n'importe comment,
Et ça avait fait un peu bad buzz, ça l'avait fait mauvaise quoi. Alors là, on vient faire comme j'ai fait ce matin, Ouais, exactement, ça te retirer la rappelle des petite souvenirs. lunette. Ça me rappelle des souvenirs. Donc retirer la lunette avec le plastique épais. Attention à pas choisir un plastique trop fin. Et donc là, donc on tape pour enlever le... En fait là j'enlève le dessous de la lunette en fait. Ça sert à appuyer sur le verre. Ça fait un peu comme un joint du coup. D'accord. Ouais, donc toutes les Rolex sont équipées de ce système-là. Enfin, les Rolex à partir du boîtier Ogiter, hein, évidemment. Et donc en fait, on va revenir remplacer le verre aussi, parce que mon client a acheté un verre Tropique pour le remplacer, pour avoir vraiment cet effet beaucoup plus vintage et d'origine. Parce que Rolex a également remplacé le verre. Donc là, je mets dans le petit panier pour l'emmener directement dans l'ultrason, pour bien dégraisser le tout. Donc on peut voir que j'ai enlevé les joints au préalable. Forcément, c'est mieux. Oui, évidemment, sinon ça les agresse. Et après, ça vient coller au boîtier, c'est horrible. Et donc là, voilà, on peut voir que je remets le boîtier un peu plus propre. Avec son nouveau verre du coup. Exactement. L'ouvert, donc il est un peu plus haut, en fait. Et ça lui confère vraiment bah, une forme plus sympa. Moi, je préfère, en vrai. Ça vient mieux bomber peut-être que le cadran, non? Ouais, ça lui va mieux. Hop là, la petite lunette. Donc voilà, donc ça vient vraiment en force, en fait, contre le verre. Et donc, faut faire attention des fois, si le verre est pas de bonne qualité ou qu'il est un peu vieux, ça peut briser le verre. Et donc faut faire attention. Mais là, le verre est neuf, c'est vraiment. Et donc là, on peut voir la différence entre la lunette qu'ils ont remplacée et la lunette d'origine. Ok. Donc non, non, non. Non, pas celle-là. Celle-là. On remet celle d'origine. C'est vrai que la couleur La matche patine, mieux. elle est bien patinée, quoi. C'est vrai que ça matche bien. Ce qui pourrait être intéressant à la fin, c'est de faire une petite prise de vue du avant/après. Ah, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Je pense qu'on va vous le faire là au montage. Pour la fin, ouais. Ouais, ça va pas être très compliqué à faire. Et là, du coup... Alors les gars, des fois, moi, on me pose la question, c'est quelle est la différence entre la lunette et l'insert? Ah. Et en fait, bah, l'insert, c'est tout simplement cette partie là que tu viens mettre. La lunette, en fait, c'est cette pièce en acier qui vient vraiment tourner. Alors que l'insert, c'est ce qui est à l'intérieur et qui est souvent gradué, que ce soit pour de la plongée, que ce soit pour du GMT, ce que vous voulez. Mais c'est ça justement la différence. Exactement, c'est vraiment ça. Et donc, on peut acheter des inserts seuls ou avec la lunette, si jamais. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est vrai que moi, je savais pas aussi au début forcément que c'était deux parties différentes. Ouais, moi aussi, tout au début. Ouais. Pour moi, c'était une seule et même pièce. Hop là, tu la mettais. Et non, c'est vraiment deux pièces différentes. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est comme ça un peu qu'on peut customiser aussi ses montres, c'est changer l'insert sans modifier beaucoup de sa montre. En soi, oui, c'est très simple à changer un insert. Hein. Il suffit d'enlever la lunette, enlever l'insert actuel et le remplacer. Alors, soit il est collé, soit il est rentré un peu en force. Ouais, j'ai l'impression que c'est souvent collé quand même. Mais oui, c'est souvent collé, oui. Donc là, je remets les joints. Hop là. Donc tu remets les joints. C'est pour ça que tu avais la feuille à papier à cigarette tout à l'heure? Ouais, exactement. D'accord, c'était pour les mettre de côté. D'accord, d'accord. Ceci explique cela. Oui. Donc, qui dit sidewaller dit beaucoup de joints. Donc beaucoup d'étanchéité. Donc il y en a beaucoup. Enfin, donc il y en a quand même pas mal. Hein, des joints. Donc là, voilà, c'est le moment de remettre, de fusionner le tout. Voilà, donc c'est le moment de fusionner le tout. C'est là qu'on voit où le travail, en fait, le changement. Ouais, c'est vrai marrant que ça lui va parce plutôt que bien, hein. ouais, là, ça lui donne directement un style
Bah, beaucoup Ah, mais- plus sympa, beaucoup plus sexy, Et je trouve qu'avant, ça allait vintage, pas du tout, hein. Enfin, ça se voyait qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. ouais. T'avais le cadran qui était patiné, mais pas la lunette. Enfin, ça voulait rien dire. Là, au moins, tout est raccord. Et c'est vrai que les aiguilles matchent bien, très bien avec les index. Ah ouais, c'est ça qui est bien avec cette technique-là, c'est que peu importe en fait la couleur de la patine de la montre, Mhm. eh ben, on peut s'adapter. Là où, par exemple, des aiguilles qu'on peut trouver sur le marché, ça va pas être exactement pareil parce qu'ils n'ont pas eu le même vécu. Ouais, c'est Donc, vrai. ça va être une teinte en dessous, une teinte vraiment différente. Et ça peut des fois, à l'œil, des fois, c'est pas ouf. Ouais, après, tu sais, parfois, ça arrive sur certaines montres vintage que tes aiguilles n'aient pas la même teinte Ouais, que ton parce que cadran, c'est d'autres. parce que les aiguilles sont un petit peu au-dessus Ouais. et n'ont pas la même degré de luminosité. Ils n'ont pas pris la même lumière. Et du coup, sur le très long terme, des fois, ça peut faire aussi des différences de Et, couleur. par exemple, moi aussi, là, j'ai une montre à l'atelier en ce moment. Elle est restée à la lumière, mais arrêtée. Mhm. Et du coup, sur le cadran, il y a la trace de l'aiguille Ouais. en ombre. Ouais, C'est 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 marrant comme si ça. c'était une aiguille fantôme un peu, tu vois. Ouais, Et donc faites attention, ne laissez pas vos montres à la lumière si elles ne fonctionnent plus. Parce que en vrai, enfin, dans C'est le milieu pas horloger, fou. c'est pas, voilà, quoi. c'est pas fou. C'est pas la patine qu'on recherche, on va dire. Non, là, c'est... Parce que ouais, voilà, dans le milieu horloger, on aime la patine, mais uniforme. Quand il y a une aiguille en plein milieu du cadran, généralement. D'ailleurs, dites-nous votre avis là sur ce qu'on appelle les cadrans Spider Moi, j'aime bien. en horlogerie, où on a ces cadrans où vous savez il y a la peinture qui est venue craqueler et avec les craquures ça fait comme une toile d'araignée. Il y en a beaucoup qui adorent, il y en a beaucoup qui aiment moins. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est une usure du coup de la peinture qui n'était pas voulue à l'origine, mais ça en a fait des cadrans qui sont très recherchés. Mm. Donc, Toi, t'en penses quoi? bah, moi, j'en pense que ton cadran, au final, il est craqué. Donc, c'est dommage pour ta montre à l'origine. Donc, pourquoi la payer 3 fois le prix? Mais après, d'un autre côté, moi, ça me dérange pas. Je trouve ça rigolo, je trouve ça marrant, je trouve que Ouais, la tu montre a comprends. vécu. Je comprends pas un peu le Mais pourquoi. voilà, mais pourquoi ouais. ça vaut aussi cher Je suis d'accord. normalement, ça devrait vouloir moins cher, alors que les gens aiment Ça, c'est bien, l'horlogerie, etc. hein. C'est l'horlogerie, Mais voilà, mais du coup, je trouve ça un peu fou que, tu vois, qu'il y a un petit marché parallèle de gens qui disent, ah, mais non, moi, je préfère quand la pâture est craquelée. Oui, c'est marrant, c'est fun. Mais que maintenant, ce marché parallèle, il y a plus de gens qui recherchent la c'est peinture complètement absurde, craquelée c'est que complètement normale. absurde. Voilà, c'est un peu absurde. Mais tant mieux, c'est ce qu'on aime aussi dans l'horlogerie. Et dans Bah ouais, la passion, moi, des fois, il y a j'aime bien, des trucs qui nous échappent, mais... ouais, c'est vraiment. D'ailleurs, si vous vous demandez le prix des pièces Rolex, par exemple, rien que le verre tropique, là, est-ce que tu as une idée de l'estimation du verre? Un verre Rolex de cette année, Avec le papier et tout ça, hein, il était vraiment fourni je dirais dans les 450. 780 €. 780 €. Le Ouais. bout de plexiglas. Ouais, ça fait cher le plexi, Ça quoi. fait cher le plexi quand même, hein. Ouais. Je trouve ça un peu abusé les pièces de Rolex vintage quand même. Mais ça se vend. Ça se vend. Donc, parce que c'est ça que j'aime bien dans le milieu, c'est que enfin, les passionnés, vraiment, ils ont aucune limite. Et Bah, en fait, quand ta montre c'est ça qui est bien, ça voit fait certains rêver, je prix, trouve. Ça fait rêver. donc là, tu reviens visser le fond de boîte avec l'outil Bergeron. Exactement, donc l'outil spécial pour les Rolex. Ne Ouais. pas ouvrir de fausses Rolex avec parce qu'en fait, c'est pas les bons trucs. De toute façon, personne n'a de fausses Rolex ici. Si j'avais fait une vidéo sur les fausses Rolex. Ah, bah n'achetez pas de fausses Rolex, les gars, c'est de la merde en boîte. Si vous voulez une belle montre que vous n'avez pas le budget, allez sur une autre marque, allez sur Tudor, allez sur quelque chose d'autre. Mais n'achetez pas du faux. En tout cas, celle-ci, elle est bien réelle et remise en forme. Ouais, c'est marrant. En général, on essaie de rajeunir les montres. Ouais, c'est Là, vrai. tu l'as, t'as Là, fait je l'ai l'inverse. vieilli, je lui ai mis Ouais. 40 ans dans la gueule. C'est ça. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Exactement. Hop là. Bah, ça a l'air de tourner là. Je suppose que tu vérifies que les aiguilles sont bien alignées. Ouais, c'est ça. Je vérifie que en fait, ça touche pas le cadran, le verre, etc.
Ah bah je me rappelle justement une fois à SOS Horlogerie, là, il y avait les aiguilles qui se télescopaient. qui se marchaient les unes sur les autres. Donc là, t'as vu, on voit bien le verre, comment il est bombé. Ouais, Et en fait, il est bombé, mais il a un petit chanfrein, j'ai l'impression, avec le reflet. Et ça lui confère vraiment ah un non, look sympa, quoi. c'est très sympa. Et ce petit bombé aussi, le fond de boîte un peu bombé aussi, je trouve ça rigolo. Ouais. C'est vraiment une belle pièce. La Rolex Sea Dweller, les amis. Double rouge, parce que DRSD. c'est important de le préciser. Et voilà, Cette fameuse 1665 remise à neuf, on l'a remise en l'état. remise en l'état. Vraiment, c'est un sacré travail quand même, ça m'a nécessité toute une nuit. Donc on voit vraiment la patine sur les, La petite perle. la patine ouais, sur les aiguilles qui matchent parfaitement avec ce Sea Dweller rouge. Je trouve que ça Bon. va vraiment bien par contre le rouge avec le cadran comme ça, Ouais. c'est top. Ouais, nord et rouge, ça match souvent bien. En tout cas, merci pour toutes ces explications, mon cher Julien. Merci à toi de m'avoir accompagné et j'espère que ça t'a plu quand même, que t'as appris des choses. Carrément. Voilà. Donc on vous dit à la prochaine Ciao les calibrés de l'atelier. pour une vidéo qui sortira normalement plus tôt que dans 3 mois. On va se remettre. Là, moi, je suis venu jusqu'en Bretagne pour lui botter un peu le Ouais, cul. ça. On va reprendre le rythme. Je confirme, j'ai mal aux fesses. Donc en tout cas, à très vite et profitez bien de vos montres. Ciao les amis.